Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Donc, fonction l'endroit où vous vous trouvez. Le webinaire d'aujourd'hui vise la mise en œuvre, l'établissement et la mise en œuvre d'un SSNF durable, les effets sur le secteur des forêts du pays. Merci d'être présent. Le webinaire d'aujourd'hui fait partie d'un cours en ligne sur les forêts et la transparence dans le cadre de l'accord de Paris. Je m'appelle Émilie Donagan, je travaille pour l'équipe de suivi des forêts nationales auprès de la FAO des Nations Unies. Et je serai votre modérateur aujourd'hui. Bien, maintenant, vous savez qui je suis. Alors, à vous de vous présenter. Si vous n'avez pas encore fait, vos membres, écrivez cela dans l'encadré questions-réponses si cela vous intéresse. C'est bien d'être tous ici aujourd'hui. Et sans tarder, maintenant, j'aimerais vous présenter notre premier intervenant, David Morales. David est un responsable des forêts à la FAO, expert de la surveillance des forêts nationales. C'est le principal auteur des directives volontaires sur la surveillance nationale des forêts que vous avez étudié au cours du cours. Il a un doctorat en inventaire des forêts, télédétection de l'université de Göttingen et a une maîtrise en administration financière de l'Institut technologique de Costa Rica. Il a une expérience longue de 30 ans en suivi des forêts. David, à vous la parole. Merci, Émilie. Bonjour à tous, bonjour, bonsoir, peut-être même bonne nuit d'ailleurs, ça dépend de votre pays, de là où vous vous trouvez. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Dans cette présentation, je vous parlais des directives volontaires sur le suivi des forêts. J'espère que ma présentation complétera l'information dont vous avez disposé au cours du module en ligne. Alors, parler des directives, eh bien, il nous faut d'abord parler des systèmes d'information. Généralement, le système d'information est lié au DENA et à l'information sur les politiques. Cette information est utilisée par les décideurs en matière de politique. Dans le modèle, dans le cadre des rapports nationaux et internationaux pour l'évaluation mondiale des forêts à la FAO, la CDB, les objectifs du développement durable et autres processus de rapport. Donc, le système de suivi des forêts, néanmoins, ne se limite pas à cela. D'autres utilisations dont je pourrais parler sont les suivantes, mais ce n'est pas limitatif, bien sûr. Évaluation de l'impact sur les risques, sur les phénomènes naturels comme les ouragans, tremblements de terre, glissements de terrain, sécheresse, feux de forêt, etc. Planification du développement durable. Par exemple, vous voulez construire une route ou une ville, gestion de l'utilisation des terres, etc. Suivi et contrôle des feux de forêt, notamment avec les grands incendies qui ont eu lieu récemment aux États-Unis, en Australie, en Amazonie, et puis aussi d'autres utilisations comme la taxation, par exemple. Mais l'information fournie peut être utilisée, bien sûr, à ces fins-là, pour imposer ou exonérer. Bon. Mais ce n'est pas une liste limitative. Nous verrons cela par la suite. Lorsque l'on parle des systèmes de suivi nationaux des forêts, eh bien, une question qui nous vient à l'esprit est qu'est-ce qui est nécessaire et attendu au niveau national et international dans le cadre de suivi des forêts. Généralement, on pense que lorsque l'on promeut ce système qui se concentrera sur des données, des informations fiables et transparentes. Bien sûr, c'est ça l'objectif final. Néanmoins, pour être en mesure d'arriver à cet objectif, ce qu'on doit attendre d'un système national des forêts, eh bien, c'est qu'il y ait un certain nombre de choses en place.
le sens d'appartenance des pays, que ce soit dirigé au niveau national, à savoir que les pays peuvent s'occuper de tous les processus, ne pas déléguer, avoir un cadre légal en matière des politiques, c'est très important. Il faut que ce que nous voulons, la mise en œuvre soit bien définie. Aujourd'hui, il est impossible de parler des forêts sans avoir une perspective du paysage, une approche multiple. Il faut avoir un suivi qui est un aperçu global du paysage, avoir une approche multidisciplinaire. Nous devons avoir une évaluation de l'interaction avec toutes les utilisations des terres et de la forêt. C'est nécessaire. Aujourd'hui, des thèmes comme la mise en œuvre des systèmes agroforestiers, préservation des forêts, etc., sont de plus en plus pertinents. Et il faut tenir compte de tout cela. Afin d'être durable à long terme, il faut être institutionnel et avoir les capacités humaines et les ressources financières pour que le processus soit mis en œuvre. Le suivi des forêts doit avoir une approche flexible, un processus multiple, collaboration avec la recherche, le secteur des recherches. C'est un processus qui doit être inclusif à tous les niveaux du processus et avoir des échanges au niveau international. Il faut que ce soit intégré et cohérent avec d'autres sources d'informations et cela doit être flexible et rentable. Et les données financières et les politiques de partage des informations et promouvoir le mécanisme par le biais de la transparence et de la qualité. Comme vous voyez, ce sont les 14 principes promus dans les directives volontaires sur le suivi des forêts de la FAO. Ces principes ont été débattus largement au cours des différents processus de consultation, ainsi qu'au cours de la commission des forêts, du comité des forêts. Et ces principes doivent permettre d'avoir des données transparentes, un système d'information durable à long terme. Ces principes constituent la base sur laquelle reposent les éléments et les meilleures pratiques visées par les directives volontaires. Je vais parler de l'expérience de la FAO très brièvement en matière de suivi des forêts. La FAO est une histoire de longue haleine en matière de suivi des forêts. Le premier jalon dont on peut parler remonte à 1971 avec la publication du livre de Bertrand Huschke, Planification d'un inventaire de forêt, Planning of Forest Inventory. Et depuis lors, il y a eu plusieurs contributions complémentaires qui ont permis de compléter et de mettre à jour cette publication. Vous le voyez donc sur ce transparent. Mais en 2017, nous pouvons dire qu'il y a eu, parler d'un deuxième jalon en matière de suivi national des forêts avec la publication des directives volontaires sur le suivi des forêts nationales où la FAO fournit les directrices pour créer et mettre en œuvre un système de suivi des forêts. Il ne s'agit pas seulement de collecte de données, mais ce qui est visé, c'est ce concept que nous essayons de faire aller de l'avant. Les directives volontaires sur le suivi national des forêts a été demandé par les États membres en 2012. Cela a été avalisé par le COFO. En 2016, ils sont disponibles en 6 langues. L'objectif des directives volontaires vise à demander aux États membres de créer, de mettre en œuvre un système de suivi et d'être une référence technique pour les gouvernements chargés du suivi pour les institutions, les instituts de recherche, le secteur public et privé, les membres de la société civile concernés par les forêts. Dans les directives de la
de la FAO. Le système de mise en œuvre est un système qui englobe les personnes, les institutions et la source pour mettre en œuvre le suivi des forêts au niveau national avec les autres parties prenantes, dirigé par un organe directeur responsable pour l'élaboration, la planification et la mise en œuvre dans le cadre d'un mandat bien défini qui se fonde sur les principes et les éléments introduits par les directives volontaires. J'en reste là et je donne la parole à l'intervenant suivant. Merci. Merci David, merci beaucoup. Merci d'insister ce qui est nécessaire en matière de suivi des forêts au niveau national et international. S'il vous plaît, rappelez-vous de poser des questions que vous pouvez avoir pour David ou tout autre intervenant. Posez-les dans l'encadré questions-réponses. Cela nous aidera si vous écrivez le nom et la personne à qui vous posez la question. L'intervenant suivant, c'est David à nouveau, je crois. Mais avant de poursuivre, j'aimerais faire un petit sondage, 3 questions qui devraient être à l'écran. Donc, je pense que vous deviez voir ces questions maintenant. La première question, votre pays a-t-il établi un SNF, un système de suivi national des forêts? Donc, les réponses passent de oui, non ou vous ne savez pas. Donc, s'il vous plaît, votez. Puis, deuxième question. Quel est le principal objectif des données produites par le système de suivi national des forêts dans votre pays? Donc, peut-être développer. On ne voit pas encore les résultats du sondage. Je crois qu'une personne a écrit cela dans le chat. On n'arrive pas à voir le sondage, les questions. Moi, je les vois. Je ne sais pas si les participants arrivent à le voir. J'ai partagé mon écran. Vous pouvez aussi, David. Merci. Merci pour confirmer. Bon, j'espère que ça va apparaître à l'écran de ceux qui ne le voient pas. C'est juste une question peut-être d'instant. Deuxième question. Quel est le principal objectif des données produites par le système de suivi national des forêts dans votre pays? Donc, éventuellement élaborer, adapter des politiques et des programmes forestiers nationaux et infranationaux, contribuer à la recherche, voir les activités face au changement climatique, voir les processus internationaux, peut-être de encadrer les objectifs nationaux de politique, ou vous ne savez pas. Troisième question, s'il vous plaît, indiquez les principaux défis que vous avez rencontrés dans votre pays pour mettre en œuvre le système de suivi. Vous pouvez dire si c'est qualité des données ou capacité institutionnelle, peut-être manque de ressources financières, d'effets techniques, tous, ou à nouveau, vous ne savez pas. Voilà, juste pour que l'on ait une idée générale. Merci Christine. Certains d'entre vous ont déjà répondu. Nous attendons encore un instant pour donner la chance à tous de pouvoir voter. Je vais compter jusqu'à 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 53% qui ont voté. Est-ce qu'on en reste là pour ce sondage? On le ferme? Bien. Très bien. Donc, j'espère que vous pouvez voir les résultats à l'écran. Est-ce que c'est visible? Vous voyez les résultats? Merci, Christian. Donc, première question. 57% des participants ont dit que votre pays a établi un SSNF. Donc, c'est intéressant. Pour la deuxième question, environ presque 50% ont dit que le système de surveillance des forêts visait à développer et adapter des politiques et des programmes nationaux et infranationaux.
Et enfin, troisième question, la majorité a dit que les principaux défis pour la mise en œuvre de ce système, c'est le manque de ressources financières. Bon, ça, c'est effectivement très parlant. Si vous voulez commenter sur les résultats, s'il vous plaît, dites-le dans la question, dans l'encadré, question-réponse. Bien, j'arrête de partager l'écran. Nous revenons à David pour la deuxième partie de sa présentation. Merci, Émilie. Dans cette deuxième présentation, j'aimerais parler des principes et des éléments inclus dans les directives. Donc, dans mon intervention précédente, j'ai présenté les principes. Donc, j'ai un peu établi la toile de fond, ce qu'on attend finalement du système. Et puis, je suis arrivée aux conclusions concernant ces 14 principes. Généralement, les gens me demandent pourquoi 14? Pourquoi pas 10? 10 principes ou 7? Ou plus, éventuellement. Eh bien, comme je l'ai dit précédemment, nous avons eu une large discussion au cours de l'élaboration des directives volontaires. Ça nous a pris 2 ans environ et un nombre de consultations techniques avec le monde académique, les coordinateurs des inventaires des forêts nationales dans les différents pays, des hommes politiques et femmes politiques. Ce n'est pas facile. Bon, bien sûr, ce sont des travaux importants. Il faut que tous soient impliqués. À la fin, nous sommes arrivés à ces 14 principes. Nous avons 5 catégories différentes pour regrouper ces principes. Nous avons la gouvernance, les principes en matière de gouvernance, champ d'application, conception, données et globaux. Chaque principe est lié à différents éléments spécifiques des directives et ces principes servent de base à la définition des directives. C'est leur assise. Sans principe clair, il n'était pas possible de définir des orientations techniques et des bonnes pratiques. Il faut tout d'abord disposer de ce cadre afin de pouvoir ensuite élaborer des orientations et des pratiques optimales. Ces principes constituent un cadre pour les directives, comme je l'ai déjà dit. Les éléments qui contiennent les différentes directives sont regroupés dans plusieurs piliers. Nous avons 3 piliers différents qui sont interconnectés, mais ne font pas l'objet d'une structure hiérarchique. C'est important. Il faut bien comprendre que ces éléments ne relèvent pas d'une hiérarchie claire. Il n'y a pas un premier élément, un deuxième ou un troisième. C'est un cadre, certes, mais il n'y a pas d'ordre spécifique qui dirait voilà la priorité, ensuite la deuxième dimension, etc. Nous n'avons pas conçu les choses de cette façon. Vous pouvez commencer par exemple par les éléments opérationnels avant d'examiner les questions logistiques. Et enfin, les éléments de base ou inversement. Les 3 groupes d'éléments sont les éléments de base qui nous fournissent des orientations stratégiques et politiques. En la matière, nous pouvons trouver des bonnes pratiques en termes d'institutionnalisation, de renforcement des capacités nationales et de partenariat, ainsi que dans le domaine du renforcement de la recherche et des institutions de recherche. Le deuxième pilier est celui des éléments stratégiques, c'est-à-dire la gestion et l'organisation du suivi national des forêts. Nous incluons dans le cadre de ce pilier la définition du mandat, l'identification des besoins en matière d'information, la mobilisation des parties prenantes, la communication et la diffusion, la gestion et l'archivage des données et l'évaluation de l'impact. La troisième colonne ou le troisième pilier est
éléments opérationnels. Ces éléments opérationnels incluent les directives relatives à la préparation de la collecte et de la gestion des données, à la conception statistique et opérationnelle, à la gestion des données, à l'analyse et à la documentation et à l'établissement de rapports. Comme vous pouvez le voir sur cette figure, un système de suivi national des forêts est assez complexe et son objectif n'est pas simplement de recueillir et d'analyser des données. Les directives résument des bonnes pratiques recueillies à partir d'experts dans différents domaines, par exemple le droit, l'informatique, les forêts et l'affectation des terres, l'administration publique, le journalisme, la télédétection, la sociologie, la problématique homme-femme, l'économie, entre autres. Par ailleurs, ces directives se fondent également sur l'histoire de longue date de la FAO et d'autres partenaires qui appuient les pays membres dans ce domaine. C'est pourquoi ces directives sont un outil de référence fondamental pour créer et exploiter un système de suivi national des forêts. Ces directives sont en fait une compilation de bonnes pratiques, comme je l'ai déjà dit. Elles fournissent à l'utilisateur des suggestions et des conseils. Ces directives ne sont pas contraignantes. Chaque pays a toute latitude de les utiliser ou non. C'est au pays de décider s'il souhaite suivre ces directives ou non. Donc, ces directives ne sont pas obligatoires. Dans le cadre de ces directives, nous cherchons à identifier un système de suivi national des forêts hypothétique fondé sur des pratiques optimales et des enseignements tirés. Les directives ne présentent pas d'informations plus détaillées sur les problématiques techniques. Dans la plupart des cas, il existe des publications supplémentaires qui sont disponibles ou des outils de référence que vous pouvez utiliser et lire si vous souhaitez aller plus loin en termes d'analyse statistique, par exemple, ou dans un autre domaine évoqué par les directives. Il existe souvent des publications qui y font référence. Les directives formulent des recommandations sur certains points essentiels à prendre en considération. Par exemple, si vous prélevez des données, vous devez disposer d'une infrastructure de registre, d'un répertoire. Certains l'oublient parfois, mais les directives indiquent que c'est un élément à avoir à l'esprit. Autre exemple, si vous souhaitez créer un système de suivi national des forêts, SSNF, vous devez disposer d'un mandat clair. C'est une autre illustration de ces directives. Parfois, ces recommandations peuvent sembler simplistes ou rudimentaires, toutefois, ne pas les prendre en considération aurait une incidence sur la création et l'exploitation du système de suivi national des forêts. Chaque élément, comme vous pouvez le voir grâce à cet exemple à l'écran, est assorti d'un numéro pour pouvoir l'identifier. Ici, vous avez donc le 4.1. Ensuite, il y a une brève description de l'élément et les directives à proprement parler ou bonnes pratiques pour cet élément. Une nouvelle fois, ces directives sont des pratiques optimales, des bonnes pratiques qui ont été définies au cours de consultations d'experts et fondées sur les enseignements tirés de la FAO. Ces directives sont faciles à utiliser, elles sont conviviales. Si vous les lisez, vous pourrez comprendre comment les utiliser facilement et accumuler des connaissances. Toutefois, cela peut prendre du temps et parfois il faut une équipe multidisciplinaire pour les évaluer. Comme je l'ai déjà dit, ces directives recoupent de nombreuses connaissances spécialisées. Pour faciliter l'application et l'évaluation de ces directives volontaires dans chaque pays, la FAO a créé l'outil d'évaluation du système de suivi national des forêts. Je ne vais pas entrer dans les détails sur cet outil parce qu'il fera l'objet de la présentation suivante. Mais j'aimerais clôturer mon intervention en ajoutant que les directives existent et sont déjà utilisées par différents pays. Utilisez-les. Ces directives sont faciles à utiliser et gratuites, c'est important. Nous les avons compilées pour faciliter le travail des pays membres en termes d'exploitation d'un système de suivi national des forêts et nous espérons que les pays pourront s'en servir. Merci beaucoup de votre attention et à présent nous allons passer à la présentation suivante. Anatoly, vous avez la parole. Merci beaucoup, David.
Ce qui m'a le plus plu dans votre présentation, c'est que ces directives volontaires, comme vous le dites, sont un produit et un exemple de discussion participative au niveau international. En fait, vous avez rassemblé de nombreux intervenants dans une même salle pour voir combien de principes il fallait ébaucher, pourquoi pas 10, pourquoi 14, etc. Bref, la prochaine présentation, comme vous l'avez dit, viendra d'Anatolie Poultuchidou, que vous connaissez grâce au cours. Elle a été membre de l'équipe d'appui pour ce cours. Anatolie travaille pour la FAO depuis plus de 5 ans. Pendant cette période, elle a principalement été basée au Bangladesh, où elle a appuyé le suivi national des forêts sur place au titre du programme ONU-RED. Récemment, Anatolie a contribué à la création de cet outil permettant d'évaluer le système de suivi national des forêts d'un pays que David vient d'évoquer. À présent, elle va nous le présenter en détail. Anatolie. Votre micro n'est pas branché. Voilà. M'entendez-vous, dit Anatolie. Absolument. Allez-y. Très bien. Est-ce que vous voyez ma présentation? Tout à fait. Nous voyons vos diapositives. Merci, merci Émilie. Bonjour à tous. Bonjour ou bonsoir. Merci beaucoup de participer à notre webinaire aujourd'hui et merci de votre participation à ce cours en ligne ouvert de grande ampleur sur les forêts et la transparence. Nous avons suivi les discussions tenues sur les forums et je pense que nous avons tous appris beaucoup de choses sur les systèmes de suivi nationaux des forêts de vos pays. Merci donc d'avoir partagé ces informations avec nous et merci de vos contributions. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment évaluer rapidement et facilement les lacunes, les faiblesses et les atouts potentiels d'un système de suivi national des forêts au plan national en utilisant l'outil d'évaluation du système de suivi national des forêts. Permettez-moi de vous présenter l'outil d'évaluation du SSNF. Cet outil a été créé par la FAO dans le cadre d'un projet Initiative de renforcement des capacités pour la transparence dans le domaine des forêts financé par le FEM. Il s'agit d'un fichier Excel disponible à titre gracieux sur Internet. Vous pouvez le télécharger directement à partir de la leçon 2 du cours d'apprentissage de la FAO, à partir du site RED+ de la FAO ou à partir du site du projet CBIT Forêt. Cet outil s'accompagne d'un document d'orientation qui explique comment l'utiliser et décrit la méthodologie qui a été suivie dans son cadre. Le fichier Excel et ses orientations sont disponibles en anglais, en espagnol et en français. Comme David l'a souligné dans sa présentation, cet outil est fondé sur les directives volontaires sur le suivi national des forêts et sur différentes ressources et supports issus de RED Compass et de l'Initiative mondiale pour l'observation des forêts. Par ailleurs, cet outil se fonde sur l'expérience et les enseignements tirés des pays membres de la FAO et des projets et initiatives de l'organisation. Cet outil a été créé afin d'aider les pays à identifier leurs besoins, leurs lacunes et leurs faiblesses en termes de conception et d'exploitation d'un système de suivi national des forêts existant. Par ailleurs, cet outil permet également aux utilisateurs de superviser les progrès accomplis dans le cadre de la création et de l'exploitation d'un SSNF. Cet outil peut donner des orientations sur la création d'un plan de travail pour la mise en œuvre du SSNF, où des domaines d'amélioration peuvent être identifiés et précisés en collaboration avec les principaux intervenants et partenaires. Nous espérons qu'en utilisant cet outil, vous pourrez mieux comprendre les directives volontaires et appliquer efficacement celles-ci dans la pratique. Cet outil vise à aider les pays à évaluer leurs capacités et le statut de leur SSNF. Cette évaluation
porte sur 3 thèmes complémentaires, à savoir les dispositifs institutionnels, la mesure et l'estimation, et la notification et la vérification. Sur cette diapositive, nous voyons que les dispositifs institutionnels sont essentiels pour bien mesurer, estimer, communiquer et vérifier les données et les informations relatives aux forêts. Par conséquent, les dispositifs institutionnels solides constituent la base du système de suivi de notification et de vérification. Alors, comment pouvons-nous évaluer un SSNF grâce à cet outil? Nous utilisons en fait une échelle de notation de 0 à 3. Les utilisateurs peuvent choisir dans une liste déroulante et évaluer les directives énumérées dans l'outil sur la base d'informations, d'expériences et de connaissances propres à leur pays. Par exemple, si une directive est notée au niveau 0, cela montre qu'aucune mesure n'a été prise dans le pays pour mettre en œuvre ces directives et que cette activité devrait être une priorité. Si une directive obtient une note de 1 ou 2, cela montre que le pays a cherché à mener des activités de sensibilisation pour mettre en œuvre la directive, mais qu'un appui technique supplémentaire est requis. Et enfin, si une directive est notée au niveau 3, ceci montre que le pays dispose de suffisamment de capacités et qu'il n'a aucun besoin ou aucune lacune s'agissant de cette directive bien précise. Alors, qui sont les utilisateurs potentiels de cet outil? L'outil peut être utilisé par tout qui participe au suivi national des forêts. Plus précisément, il peut être utilisé par les instances gouvernementales chargées du suivi des forêts, par des institutions d'enseignement et de recherche, par les secteurs publics et privés, et par des membres de la société civile et d'autres partenaires et parties prenantes compétents. Pour l'instant, cet outil a été testé dans 7 pays pilotes, en Afrique, en Asie et en Amérique latine dans les Caraïbes. Nous sommes très heureux de compter parmi nous aujourd'hui des représentants du Costa Rica qui vont nous présenter les résultats obtenus grâce à leur évaluation. Tous les pays qui ont procédé à cet exercice et ont évalué leur SSNF ont suivi une approche participative afin de valider les résultats de leur évaluation en incluant les parties prenantes principales et leurs partenaires. Le principal produit de cette activité est la mise au point d'une feuille de route, une feuille d'action permettant de remédier aux lacunes et insuffisances et de renforcer le SSNF. Enfin, j'aimerais vous encourager toutes et tous à lire la note d'information disponible en ligne si vous souhaitez en apprendre davantage sur cet outil. Téléchargez cet outil et utilisez-le pour évaluer les capacités de votre SSNF. Je remercie en outre tous ceux qui ont contribué à l'élaboration de cet outil et qui ont présenté des retours d'informations. Merci infiniment et j'attends avec intérêt vos questions dans la boîte questions-réponses. Merci beaucoup Anatolie. Je suis ravi de voir que cet outil est déjà utilisé. Chers participants, n'hésitez pas à profiter de cet outil. Comme Anatolie l'a dit, il est disponible en ligne grâce à la leçon 2. Si vous n'avez pas encore utilisé, profitez-en pour évaluer votre SSNF ou tout simplement pour envisager votre SSNF de façon générale et réfléchir. Nous attendons également avec intérêt des retours d'information des utilisateurs, donc examinez cet outil et dites-nous ce que vous en pensez. À cet égard, j'aimerais à présent lancer un nouveau sondage, 2 questions cette fois-ci, qui vont apparaître à l'écran. Voilà, faites-nous savoir si vous ne les voyez pas. Alors, nous avons donc 4 domaines présentés dans le cadre de l'outil au titre d'un système de suivi national des forêts et nous aimerions que vous les classiez. Donc, quels sont les domaines les plus critiques, les plus difficiles pour votre pays, plus importants? Et ensuite, la deuxième question est une question qui reprend le même thème, mais de façon inversée, c'est-à-dire quels sont les domaines d'outils d'évaluation du SSNF les moins critiques pour votre pays. Donc, les 4 domaines sont les dispositifs institutionnels, la mesure et l'estimation, le rapport et la vérification. Donc, si vous pensez que le plus grand défi pour votre SSNF, c'est de préparer des rapports et de les soumettre via ce processus, choisissez cette option.
Et enfin, l'analyse. Par ailleurs, vous pouvez également répondre « je ne sais pas ». Ensuite, c'est l'inverse pour la question 2. Donc, quels sont les domaines les moins critiques ou les moins complexes pour votre SSNF? Voilà. Merci de bien vouloir répondre à ce sondage. Je vois que nous avons déjà de nombreuses réponses. Je vais vous laisser quelques instants supplémentaires pour que tout le monde ait le temps de participer. Voilà. Alors, rapport et vérification semble être le domaine le plus critique. J'espère que vous voyez bien le sondage en anglais et en français. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà. 3 quarts des participants ont voté. Je vais donc clôturer le sondage et je vais partager avec vous les résultats. J'espère que vous les voyez. Faites-le moi savoir si ce n'est pas le cas. Les résultats sont à l'écran. Voilà, donc rapport et vérification est le domaine considéré comme le plus critique ou le plus difficile par pratiquement un tiers des participants pour le système de suivi national des forêts de leur pays. C'est assez intéressant. Nous voyons que le deuxième domaine est mesure et estimation. Donc deuxième domaine avec une légère différence et ensuite nous avons dispositif institutionnel et analyse au même niveau, un peu moins de 20%. Ensuite, quels sont les domaines les moins critiques? C'est assez intéressant parce que 41% nous disent que mesure et estimation constituent le domaine le moins critique. Donc peut-être qu'il y a une discordance entre les pays qui pensent que ce domaine est plus important ou moins critique. Et nous voyons par ailleurs que les dispositifs institutionnels sont considérés le domaine le moins critique par environ un tiers des participants. C'est assez intéressant. Voilà, si vous souhaitez en parler dans le chat, n'hésitez pas, ce serait très intéressant. Nous prendrons ensuite connaissance de vos commentaires et pourrons les trier. Très bien. Eh bien, je pense que le moment est venu d'entendre notre dernière présentation. Nous allons entendre quelqu'un qui dispose d'une expérience pratique en matière de création et d'exploitation d'un système de suivi national des forêts. Nous allons entendre Raphaël Manguet. Raphaël est directeur du Centre national d'information géo-environnementale CENIGA, unité technique du ministère de l'Environnement et de l'Énergie du Costa Rica. Cette unité a pour mandat de promouvoir la gestion appropriée des informations environnementales nationales. Raphaël a participé à la création et à la mise en œuvre du système de suivi national des forêts du Costa Rica appelé CIMOCUTE. Je pense que plusieurs participants connaissent déjà ce dispositif grâce à une vidéo que nous avons diffusée dans le cadre d'un webinaire il y a quelques mois dans le cadre de ce cours. À présent, Raphaël va nous présenter dans plus de détails CIMOCUTE. Raphaël, nous sommes très heureux de vous retrouver. Il est très tôt chez vous. Je vous donne la parole. Merci, Émilie. Je vais partager mon écran avec vous. Pouvez-vous confirmer que nous voyons bien ma présentation? Oui, nous voyons votre partage d'écran, mais il s'agit de vos notes et non pas de votre présentation à proprement parler. Très bien, un instant. Voilà, c'est parfait à présent. Vous voyez ma présentation, n'est-ce pas? Absolument. Super, merci. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité à participer à ce webinaire de ce cours en ligne sur les forêts et la transparence au titre de l'accord de Paris. Bonjour à tous les participants du monde entier qui nous suivent grâce à la retransmission en ligne de cette session. Et bonjour également à ceux qui visionneront cet enregistrement. Je salue également
les intervenants présents, ainsi que la modératrice et toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation de cette activité. C'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. J'aimerais profiter de cette occasion pour vous expliquer comment le Costa Rica utilise son système de suivi national des forêts grâce à l'outil d'évaluation du système de suivi national des forêts. Je m'appelle Raphaël Monguet, je travaille au ministère de l'Environnement et de l'Énergie du Costa Rica et je partage avec vous mon adresse électronique et mon compte Twitter au cas où vous souhaiteriez poursuivre la conversation avec moi dans les jours à venir par ces différents biais. Ou si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, j'imagine que lorsque je vous parle du Costa Rica, vous savez de quelle région du monde il s'agit. Mais pour rappel, donc, le Costa Rica se trouve dans l'hémisphère tropical nord et relie le continent américain, l'océan Pacifique et la mer des Caraïbes. Le Costa Rica est un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure. Il y a une population de 5 millions de personnes, une surface terrestre de 5,4 millions d'hectares et un territoire maritime 11 fois plus grand. Les forêts en profil tropical du Costa Rica couvrent environ 30% de la surface terrestre totale du pays. Historiquement, le pays utilise un système national d'air protégé et un programme de paiement des services environnementaux qui couvrent ensemble 35% du territoire du pays et 70% des forêts. En conséquence, le secteur forestier est un point net d'émissions. Actuellement, le pays présente un taux de reboisement de 1% annuellement. Les forêts sont un atout majeur du Costa Rica. Il est donc nécessaire et même stratégique pour notre pays de bâtir un système de suivi national des forêts robuste et transparent. Nous y sommes parvenus en menant des activités progressives et intégrées chapeautées par le ministère de l'Environnement et de l'Énergie. Et c'est en son nom que je vais aujourd'hui vous présenter la mise en œuvre de l'outil d'évaluation du SSNF. Ces 2 derniers mois, sur la base des activités menées par la FAO, nous avons organisé différentes sessions de travail et des entretiens afin de pouvoir examiner, compiler et donner suite aux différents éléments de cette évaluation. Ici, vous voyez une photo prise au cours d'une session organisée le 27 novembre. À cette occasion, nous avons pu compter sur l'appui et les conseils de nos collègues de la FAO. Merci beaucoup à nouveau de votre concours dans le cadre de ce processus. Sur cette diapositive, vous voyez un résumé graphique des résultats de l'évaluation. Voici une capture d'écran de l'outil lui-même. Anatoly vous a expliqué le fonctionnement de cet outil il y a quelques minutes. Donc, les valeurs de 0 représentent un manque d'action ou des lacunes qui devraient être prioritaires. Les niveaux 1 et 2 montrent que certaines mesures ont été prises et le niveau 3 indique que les capacités sont suffisantes au niveau national pour mettre en œuvre la directive. Sur les 89 différents éléments de l'évaluation, seuls 2 ont été notés au niveau 0. Pour le Costa Rica, 48 ont été notés au niveau 1 ou 2 et 39 au niveau 3. À présent, nous allons examiner les résultats de chaque composant. Tout d'abord, les dispositifs institutionnels. Donc, ce domaine porte sur l'institutionnalisation, les capacités de développement et l'intégration des parties prenantes, entre autres. Pour cette composante, le pays a créé des modalités institutionnelles afin de garantir le fonctionnement de son système de suivi national des forêts. L'Institut météorologique national est chargé de préparer l'inventaire national des émissions de gaz à effet de serre et le rapport d'actualisation biennal, BUR, y compris l'annexe RED+. Cette institution est également chargée du système de suivi terrestre par satellite ainsi que le secrétariat RED+. Et le système national des zones de conservation est chargé de l'inventaire forestier national. Le pays dispose d'une plateforme officielle de coordination et d'intégration institutionnelle et sectorielle pour faciliter la gestion et la distribution de connaissances et d'informations sur la couverture des sols, l'affectation des terres et les écosystèmes. Cette plateforme est appelée CIMOCUT. C'est l'acronyme en espagnol pour ce système national donc, de suivi de la couverture des sols, de l'affectation des terres et des écosystèmes. Ce système a été établi parce qu'il était nécessaire de disposer d'une stratégie de suivi plus intégrée et circonstanciée, couvrant toutes les terres et comprenant différents sous-systèmes intégrés, permettant ensemble de fournir des informations cohérentes à l'échelle nationale sur l'état de et les changements intervenus dans
toutes les affectations des terres, la couverture des sols et des écosystèmes. Les sous-systèmes intègrent des données de terrain et obtenues par télédétection afin de fournir des informations circonstanciées sur les forêts, l'agriculture et d'autres secteurs afin de faciliter une meilleure prise de décision sur l'affectation des terres et pour fournir des données issues de différentes initiatives nationales et internationales et satisfaire aux critères d'établissement de rapport. Le Costa Rica a commencé à concevoir Simokuté en 2015 via une directive ministérielle. L'établissement participatif de Simokuté a rassemblé tout un éventail de parties prenantes essentielles, d'institutions publiques et privées, avant tout des secteurs de l'agriculture et de l'environnement, mais aussi d'organismes internationaux. Le haut niveau de coordination et d'intégration entre ces parties prenantes a été un facteur de réussite majeur pour Simokuté. Le travail de ces institutions est coordonné par des groupes de travail technique représentés à la base de cette image à l'écran. Nous disposons en outre d'un comité consultatif composé des coordonnateurs, des groupes de travail et d'un centre national d'information aux chaînes environnementales, c'est-à-dire le bureau où je travaille qui est l'unité de coordination de Simokuté. Au niveau supérieur de la structure, nous disposons d'un comité directeur composé de représentants du ministère de l'Environnement, du ministère de l'Agriculture et de l'Institut géographique national du Costa Rica. Ce comité n'a pas encore été intégré parce qu'il n'y a toujours pas eu de décret exécutif venant officialiser Simokuté et lui fournir un niveau supérieur d'institutionnalisation. Nous souhaitions régler le problème en 2020, toutefois nous sommes persuadés que nous pourrons atteindre cet objectif en 2021 et donc officialiser cette structure. À Simokuté, nous avons mis au point un programme de renforcement des capacités très dynamique grâce à l'appui de partenaires clés comme la FAO ou Silva Carbone. La pandémie mondiale a ralenti les choses en la matière. Toutefois, au cours du dernier trimestre, nous avons lancé un nouveau programme de formation pour la mise en œuvre de la méthodologie d'estimation des zones fondées sur des échantillons. La semaine dernière, nous avons tenu une session présentielle pour ce programme et vous pourrez retrouver l'image qui correspond à cette session au vu des masques. Sur la base des résultats de cette évaluation, nous pouvons faire mieux dans ce domaine, selon nous, en coopérant davantage avec les institutions académiques, en appuyant la création ou l'adaptation de programmes scolaires et en promouvant l'intégration de ces questions dans les programmes étudiants. Nous considérons qu'il s'agit d'éléments clés à inclure également dans notre stratégie. Nous allons maintenant continuer avec les résultats des évaluations dans les zones de mesurement. Les principales fonctions du système de suivi incluent le calcul des données d'activité, estimation des facteurs d'émission, estimation des émissions, rapport et vérification. Costa Rica et son système de suivi est cohérent avec le niveau de référence des forêts proposées, toutes les activités REDD+, dans la stratégie nationale. La stratégie nationale est encadrée de façon biannuelle sous l'égide du ministère de l'Environnement. Le pays améliore de façon systématique ses mesures et sa capacité d'estimation. Ce que je vous montre maintenant est la dernière carte que nous avons faite, se fondant sur des besoins de rapports différents, provenant de différentes institutions, mais qui se complètent. La carte de couverture terrestre de 2017 est la dernière de 2019 et nous avons commencé à mettre en œuvre aussi notre inventaire de forêt nationale pour 2021. Dans un proche avenir, nous aurons une nouvelle carte de couverture terrestre pour 2017, une nouvelle pour 2019 et nous avons commencé à mettre à jour notre inventaire des forêts. Nous devrions avoir les résultats en 2021. Simokuté facilite l'accès et la gestion de ces données en définissant des normes, des méthodologies, des classements et des procédures avec l'aide d'une infrastructure technologique. Nous travaillons pour la bonne intégration des différents niveaux d'information qui sont inhérents au système.
Bon, bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et là, vous trouverez certains des exemples des stratégies utilisées pour expliquer comment les choses fonctionnent et pourquoi c'est important. À droite, vous voyez un infographique préparé pour expliquer l'estimation de la zone en fonction de l'échantillonnage et les méthodes d'estimation utilisées. Nous nous sommes concentrés sur des routes techniques et opérationnelles pour le développement de notre système de suivi. Nous avons complété une partie de ces éléments, mais certains doivent encore être approfondis afin d'atteindre le niveau visé. Je vous invite à regarder cette image par la suite et peut-être à améliorer votre espagnol. Le dernier composant concerne le rapport et la vérification. Là, nous trouvons des éléments de communication et diffusion et préparation des rapports et soumission. La communication a été un domaine important dans les activités de Simocute. Récemment, nous avons lancé une campagne de communication représentée par ces images à l'écran. Avec cette campagne, nous voulons que plus de gens soient informés, comprennent l'impact du travail que nous faisons. Les gens peuvent trouver cette information sur nos réseaux sociaux, sur notre site web simocute.go.cr. Cela vise les parties prenantes locales principalement, mais c'est recommandé pour produire l'information aussi dans d'autres langues pour atteindre un autre public international. Parce que nous sommes aussi très actifs dans la diffusion de l'information pour les activités internationales. Comme vous le savez, nous collaborons avec la FAO. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Nous avons participé aussi à d'autres initiatives comme cette affiche qui a été présentée au cours des derniers dialogues du climat organisés par le GIPE où nous partageons notre expérience avec deux projets qui combinaient l'utilisation des observations terrestres pour que les écosystèmes soient au cœur du développement résilient au Costa Rica. Et cela a été organisé par le GIEC. Donc, tout ce dont je parle figure sur la plateforme web RED+, dans l'annexe technique RED+, pour le rapport mis à jour tous les 2 fois par an, qui a été présenté l'an dernier. Vous pouvez trouver les dernières années pour la dynamique des forêts, les émissions. Néanmoins, ces informations ont besoin d'être interprétées afin d'attendre un public plus vaste. Il faut comprendre ces informations. Néanmoins, tout ce travail et les connaissances ont aidé à atteindre un résultat très important comme la déclaration récente que le Costa Rica est devenu le premier pays d'Amérique centrale à recevoir des fonds non remboursants fournis par le Fonds climatique vert en raison des résultats obtenus pour les questions climatiques en réduisant l'émission de gaz à effet de serre associée au déboisement 2014-2015. Merci à nouveau à la FAO de fournir cet outil. Je ne peux qu'encourager tous les pays à l'utiliser et à découvrir où vous vous trouvez et ce que vous visez pour votre système de suivi des forêts fondé sur les directives volontaires. Merci beaucoup. J'attends vos questions. Merci beaucoup, Raphaël. C'était très intéressant de voir les résultats obtenus par l'instrument, ainsi que les résultats RED+. Cela nous donne une idée du rôle joué par Simocute. J'espère que ça a tous été très utile. Je vois dans le chat que beaucoup d'entre vous travaillent dans les ministères. Bon, j'espère que le transparent avec la disposition institutionnelle vous aura intéressé. On peut commencer à en voir comment l'expérience du Costa Rica se rapporte à votre pays d'origine, aux intérêts dans votre pays. Très bien. Bon, je crois que nous arrivons à la fin des 4 présentations des 3 intervenants qui nous ont donné un aperçu intéressant du suivi des forêts de la part de David, les instruments d'évaluation de Nathalie et Raphaël qui nous montrent comment cela a un impact. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce cours.
Passons maintenant à la séance questions-réponses. Donc, posez vos questions dans l'encadré questions-réponses. N'hésitez pas à poser des questions à David, Raphaël. Nous les leur adresserons. Donc, je vais poser ma première question à David, si cela vous convient. David, que pouvez-vous, dans ces 3 années, voir comment, depuis la publication des directives, quel a été finalement le suivi qui les a utilisées? Quels sont finalement les résultats que vous voyez déjà? Merci. Oui, c'est une bonne question. Je dois dire que parfois, lorsqu'on a un produit de ce type, comme les directives volontaires, c'est compliqué de faire une évaluation de l'impact. Ça n'a pas encore été fait. Il y a 4 ans, par exemple, lors du COFU, il y a eu une discussion animée à l'époque. Mais maintenant, les pays disposent d'un document, quelque chose auquel ils peuvent se référer, où ils peuvent trouver des définitions des politiques, ce qui est visé. C'est la première fois que nous avons ce type de définition. Et les pays l'ont sous les yeux. Alors, dans le passé, lorsque la FAO a fourni un soutien aux différents pays, généralement, un soutien en matière de collecte de données pour les inventaires nationaux, etc. Et à la fin de l'appui, eh bien, tout s'écroulait car il manquait finalement un système solide en place. Et ça se passait avec des bailleurs de fonds. Beaucoup de pays demandaient aux bailleurs de fonds une aide. Et puis, lorsque le processus se terminait, tout s'écroulait. Les données étaient perdues. Maintenant, avec les directives volontaires, les pays ont des directrices, des orientations leur permettant de comprendre ce que l'on entend par système de suivi pour voir quels sont les différents éléments qui doivent être mis en œuvre. Et puis, s'il y a un donateur qui vient pour aider, eh bien, ils savent que lui demander ce qui doit être fait. Et il ne s'agit pas seulement que le donateur ou le consultant vienne, fasse ce qu'il a en tête et puis repart. C'est important. Il y a maintenant de nombreux pays dans le monde qui ont commencé à utiliser les directives. Certains, le Costa Rica en a parlé, ont commencé à sensibiliser à la matière, à avoir véritablement un mandat dans le pays. Dans les sondages, une question qui est ressortie, c'est on a besoin d'un soutien pour faire une évaluation du système. Mais ce que l'on a vu, c'est que les gouvernements ne comprennent généralement pas ce qui est un système de suivi national des forêts. Ils ne voient pas le but. Et maintenant, avec les directives volontaires, ils ont un document. Les fonctionnaires techniques disposent d'un document qu'ils peuvent montrer. Voilà ce qui est visé, voilà la portée, ce qu'on vise, ce qu'on peut obtenir. Et j'espère que dans un proche avenir, plus de pays participeront à cette initiative des directives volontaires, ce qui leur permettra d'harmoniser le processus de collecte de données, de partage de données nécessaires à l'échelle mondiale. Merci. Merci, David. La question suivante est à Anatoly. Bon, il ressortait clairement de votre présentation comment l'instrument est un guide utile qui permet au pays de s'auto-évaluer et de voir quelles sont les lacunes que l'on peut rencontrer dans le système national de suivi. Je vois aussi que l'instrument et ses produits peuvent être utilisés pour la transparence dans le cadre de l'accord de Paris. Pourriez-vous revenir là-dessus? Merci, Émilie, c'est une question très intéressante. Le système de suivi d'évaluation des forêts et le système d'évaluation permet au pays de voir quels sont les besoins, les lacunes, les faiblesses que rencontrent les pays.
et notamment ce qui est lié à la mise en œuvre du système de suivi, la mise en œuvre d'un système de suivi robuste à objectifs multiples est un processus de longue haleine qui nécessite l'expérience des pays. Et pour soutenir le rapport transparent et la prise de décision dans le cadre de l'accord de pays, les pays ont besoin de dispositions institutionnelles pertinentes avec une approche participative qui soutienne la collecte des données, le stockage, la gestion et la simulation. Donc, créer un système de suivi national et processus à l'échelle nationale qui doit passer par des aspects techniques financiers qui doivent être pris en compte. Mais les pays doivent multiplier leurs efforts en renforçant le système qui permettra d'avoir des données transparentes, fiables, cohérentes, complètes et comparables, des données qui sont fondamentales pour aider aux pays à répondre à leurs besoins de rapport dans le cadre de l'accord de Paris, faire l'inventaire des émissions à effet de serre et atteindre les objectifs en matière d'atténuation du changement climatique. Les pays doivent pouvoir voir quels sont les besoins et pouvoir développer un instrument robuste leur permettant de respecter les objectifs fixés par l'accord de Paris. Merci pour cette explication. C'est ce dont nous parlerons dans le webinaire de demain. Donc, c'est très intéressant et j'espère vous retrouver tous demain. Raphaël, une question. Bon, c'est bien de voir que les gens commencent à poser des questions aussi dans l'encadré questions-réponses. Raphaël, c'est inspirant de voir comment, comme nous l'avons vu dans votre présentation, comment, de la dernière fois du webinaire, comment le Costa Rica a inversé la tendance de déboisement ces 20 dernières années. Vous l'avez dit clairement, comment Simocute est utilisé pour contrôler le déboisement. J'espérais que vous pourriez nous dire comment vous pouvez utiliser d'autres activités REDD+, comme la dégradation, qui est quelque chose qui est difficile à suivre, et puis pour surveiller aussi les activités de reboisement. Raphaël. Merci, Émilie. Bon, je vais répéter la question, oui. Oui, je voulais savoir comment Simocute pouvait être utilisé pour contrôler le déboisement et la dégradation et la restauration des terres aussi. Oui, c'est un aspect très important pour nous car on essaie d'améliorer là où nous en sommes en matière de capacité de rapport, car on a vu les estimations doivent être plus précises pour nous permettre de prendre des décisions. C'est pourquoi cette année, nous avons présenté un projet qui fait partie des projets soutenus pour améliorer la capacité pour des instruments pour détecter le déboisement, pour surveiller les actions et développer des systèmes qui permettent d'avoir des informations en temps rapide pour mesurer le déboisement. Des organisations nationales et internationales nous ont soutenus et cela devrait nous permettre d'avoir plus de connaissances pour mieux utiliser l'observation pour encadrer la dynamique des forêts dans les tropiques en utilisant les instruments avec les nouveaux détecteurs, les nouveaux instruments, en utilisant les radars, par exemple. Donc, c'est une occasion sans précédent avec des sources d'informations que nous pouvons utiliser pour détecter la dégradation. C'est difficile dans le pays car c'est éparpillé dans tout le pays et c'est très limité. Alors, cela concerne la dégradation, mais le déboisement aussi. Les dynamiques sont intéressantes, mais difficiles à détecter. Et si l'on a des statistiques plus précises, eh bien, c'est là ce que nous essayons d'améliorer pour 2021. Et la FAO nous soutient. Donc, ça a été évalué par les collègues aussi au CEPAL et d'autres entités. Merci.
Merci beaucoup Raphaël. Donc le fait que le reboisement est si rapide dans les tropiques, bon, il est difficile de détecter et puis aussi c'est une échelle tellement précise. Donc c'est une initiative pour 2021, bon c'est pratiquement demain, n'est-ce pas? Il y a une question pour vous Raphaël aussi. Je l'ai vu dans l'encadré. Donc, c'est facile de les mettre dans l'encadré pour les trouver. C'est une question de Bob à l'égard de Raphaël. Vous avez utilisé le système de suivi des forêts et son outil d'évaluation au Costa Rica pour voir où vous en êtes et comparer à ce qui vous manque. Quelles sont les lacunes dans la mise en œuvre du système et comment vous avez pu réduire les problèmes rencontrés? Bon, merci beaucoup Bob. Merci pour cette question. On parle des résultats de l'évaluation, de l'utilisation de l'instrument dans tous les aspects montrés précédemment. Il y a des forces que nous pouvons renforcer, bien sûr, mais il y a aussi des lacunes, notamment l'institutionnalisation. Comment soutenir davantage le processus, comment mieux se relier avec le monde académique pour fournir ou diffuser ses connaissances et impliquer plus d'acteurs dans le processus. Bon, un petit point mentionné par David, c'est un détail mais qui doit être pris en compte pour, par exemple, l'exemple qu'il nous a donné sur les données. Nous devons avoir un processus permettant de stocker systématiquement la donnée afin qu'elle soit à disposition pour que tous ceux qui souhaitent voir ces données puissent l'utiliser. Parfois, on se concentre sur le rapport, transmettre le document à l'organisation qui le fournit, mais tous ces détails qui font partie du rapport doivent être pris en compte. Lorsque vous voyez les annexes, les données en fait devraient être, par exemple, transmises par le ministère. Donc, il y a des éléments, des passages dans l'évaluation qui nous permettent d'identifier ces petites ou grosses lacunes qui peuvent améliorer notre système de façon notable. Merci beaucoup, Raphaël. Il y a une autre question, je crois, dans la cadrée. C'est pour David de Lisa. Elle aimerait savoir si chaque pays qui a fait un inventaire national des forêts a obligatoirement un système d'évaluation du système de suivi des forêts. Merci Lisa pour cette question. Vous avez suivi tous les modules en ligne, eh bien vous verrez qu'un système national de suivi des forêts est un concept global. Il y a longtemps, dans le passé, on essayait toujours de promouvoir les inventaires nationaux des forêts comme principale source de données. Puis, lorsque la télédétection a été inventée, on a commencé à parler de ça et donc, vous voyez, il y avait des compétences multiples. Certains s'occupaient de la collecte des données, l'autre de la télédétection. Et puis, on a commencé à parler des aspects socio-économiques, etc. Si vous voyez la définition de ce que nous promouvons dans le système de suivi des forêts, c'est un phénomène complexe. Il y a un cadre pour la gestion de toutes les données provenant de différentes sources, informations, télédétection socio-économique, données sur le terrain, etc. Donc, l'information existante, par exemple, si vous avez un recensement agricole dans votre pays où vous avez
des données socio-économiques, toutes ces données peuvent être stockées de façon globale. Bon, si vous avez un inventaire national des forêts, c'est bien, c'est l'un des piliers, c'est l'un des éléments, mais il faut aller de l'avant pour que l'on puisse avoir ce mécanisme de suivi global. C'est pourquoi nous sommes en mesure de suivre ce processus pour pouvoir avoir ce système complet, inclusif. Bon, j'espère que j'ai répondu à votre question. Merci. David, une autre question pour vous aussi? De Bob. Merci, Bob. Ma question à David. Les directives volontaires et les modèles nationaux des forêts permettent la mise en œuvre du système de suivi des forêts. Est-ce qu'il est possible de développer une version simplifiée des directives en indiquant les indicateurs qui peuvent être utilisés au niveau national? Bon, ce sont des directives volontaires qui peuvent être inclus ou transcrites dans les droits nationaux. Est-ce qu'il y a des pays qui ont essayé de le faire? Oui, c'est une bonne question. Bon, version simplifiée. C'est complexe. Nous essayons de résumer le plus possible. Bien sûr, avec les nouvelles technologies à disposition, avec les évolutions à l'avenir, il y aura de plus en plus de directives. Donc, simplifier le processus sera difficile, mais ce qu'on propose au pays, c'est de ne pas avoir 100% des directives. Ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas ça que nous vivons. On peut commencer par certaines directives, aller de l'avant, et puis, petit à petit, essayer d'appliquer les autres, car cela vous donnera la force du système. Dès que vous aurez complété ce système hypothétique que l'on a conçu avec l'aide des experts, eh bien, vous serez en mesure d'avoir une approche plus consolidée, un système plus transparent, plus solide en vigueur. C'est pourquoi nous ne pouvons pas dire que l'on peut effectivement fournir une version simplifiée, mais vous pouvez commencer petit à petit, progressivement. C'est la recommandation que je vous adresse. Et puis, pour ce qui est des questions juridiques, oui, il y a des pays qui ont déjà commencé. Nous avons, bon, le Costa Rica est un exemple qui a été présenté par Raphaël. Ils ont commencé déjà il y a 2-3 ans avec un décret afin d'institutionnaliser Simo-QT. Oui, il y a un bureau ministère de l'Environnement qui sera responsable de l'inventaire des forêts. Ça, c'était au début. Maintenant, il y a un décret. Et d'autres pays aussi peuvent bien sûr emboîter le pas. Certains d'entre eux l'ont déjà fait. Certaines directives sont davantage techniques, comme l'a dit Raphaël, sur la façon de partager les données. Cela peut être reconnu par la loi, mais on peut avoir un décret officiel. Le gouvernement peut accepter que ces données sont disponibles gratuitement. Voilà, ce sont des directives qui peuvent être suivies dans les pays. Merci. Merci, David. Nous arrivons pratiquement à la fin de notre webinaire, même si je vois une autre question. Anatolie, je vois, est en train de taper une réponse, d'entrer sa réponse. Très brièvement. Ah, il y a une réponse. Je peux répondre. Je peux lire la réponse d'Anatolie. Merci. Donc, pour la question de Pervius, à savoir lorsque des pays… Bon, je vais lire la question d'abord. Lorsqu'on voit tous les modules, je ne vois pas de différence sur le rapport sur REDD+, y compris les niveaux de référence et l'annexe technique sur REDD+, qui font partie dans le rapport mise à jour ou le rapport de transparence biannuel. La réponse d'Anatolie. Merci pour cette question. Pervius, lorsque des pays élaborent FRL pour REDD+, nous avons vu des émissions et les annexes techniques pour REDD+, font rapport des émissions pour les objectifs de réduction du changement climatique.
Donc, dans les annexes techniques, vous faites rapport des résultats, alors que pour FREL, vous les soumettez en parallèle, qui vous montre quelle est la ligne de différence. J'espère que c'est clair. Père Vu, si ce thème vous intéresse, je peux vous dire que demain, nous aurons un expert. Donc, toutes vos questions concernant RED+, pourront être prises en compte. Bon, j'espère donc que vous serez là demain aussi. Je crois que nous avons couvert toutes les questions. C'est le cas. Donc, nous sommes à l'heure. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier tous les présentateurs, Raphaël, Anatolie et David. Merci beaucoup. Tout nettement, merci à tous ceux qui ont participé aujourd'hui. Je crois que nous avons réussi dans cette heure et demie à traiter beaucoup de points. Et j'espère que cela vous aura permis de voir un peu comment concrétiser tous les enseignements que vous avez tirés de cet enseignement en ligne. Merci pour votre participation. Questions posées. C'était très intéressant. J'ai beaucoup apprécié. Donc, merci pour votre participation en général. Merci à mes collègues qui m'ont soutenu au cours de ce webinaire. Pour résumer, j'aimerais dire que le webinaire d'aujourd'hui portait sur les systèmes de suivi des forêts nationales dans la pratique et par écrit. Merci David qui nous disait comment le système de suivi des forêts nationales sont utiles car ils fournissent des informations à des fins multiples concernant les forêts. Cela inclut par exemple des informations sur le bois que l'on peut extraire, la biodiversité ou l'utilisation médicinale des populations des forêts. C'est important pour les rapports internationaux, RED+, sur la biodiversité, pour la Convention sur la diversité biologique, pour l'évaluation des ressources des forêts mondiales. Nous savons que le SSNF est fondamental pour le suivi des forêts dans le pays. Nous avons des orientations, les directives volontaires pour le suivi des forêts nationales développées dans le cadre des négociations et du consensus entre différentes parties prenantes dans le monde, qui en fait a été obtenu après un travail de longue haleine. David nous en a parlé. Et une application des directives volontaires, c'est justement l'instrument SSNS que Anatolie nous a présenté, qui nous montre comment cela permet de faire une évaluation rapide et facile du SSNF en utilisant le matériel des directives volontaires ainsi que l'orientation RED+. Raphaël nous a montré comment l'instrument a été appliqué au Costa Rica et nous a fait un aperçu de SIMO-QT, le système de suivi des forêts du Costa Rica, ses réussites, ses défis et les étapes à suivre, notamment, qui devraient nous permettre de penser sur ce qui peut être intéressant pour notre pays, ou tout ce qui vous intéresse. SIMO-QT est aussi un processus à objectifs multiples. C'est pas seulement information sur les forêts, mais sur toutes les couvertures terrestres dans le pays pour voir, par exemple, l'agriculture, estimer les émissions et utilisation terrestre. Thank you, merci. Merci.